va commencer. Walter Bouvet, vous le connaissez peut-être, mais vous ne connaissez sans doute pas les débuts de sa carrière, sauf si vous êtes un lecteur assidu de la presse magazine. Il a commencé comme journaliste économique à l'Expansion, Les Enjeux par exemple, Les Échos. Et puis en 2009, il a fondé un magazine que là, vous devez connaître, qui s'appelle Terra Eco. Je pense que vous l'avez certainement lu, peut-être sur le net, peut-être en version papier. Terra Eco, ça a été une innovation dans le monde de la presse et en tout cas quelque chose qui a un peu bousculé les habitudes. Et puis, l'aventure Terra Eco s'est arrêtée. Donc, tu l'as à la fois fondée et déconstruit. Et défondée, oui. Et défondée. Et tu es parti dans une autre aventure, l'aventure qui te mène aujourd'hui, qui est celle de Openland. Alors, Openland, c'est à côté de Nantes, dans un endroit très sympa, dans le Bocage. Et plus qu'un lieu, on va dire un tiers-lieu, tu revendiques ce terme-là ou pas ? Oui, c'est un tiers-lieu de fait, c'est surtout un projet. Un projet et puis une communauté. Voilà, une communauté entrepreneuriale, un écosystème entrepreneurial au service de la Terre. Tu vas nous expliquer ce que ça veut dire, parce qu'une communauté, ça peut prendre des formes très, très, très diverses. Avant de nous parler d'Openland, parce que c'est ce qui te porte aujourd'hui, je voudrais que tu nous ramènes un petit peu en arrière, que tu nous parles de toi et de la manière dont tu as construit ton parcours qui t'amène aujourd'hui à Openland. Tu as fait des études d'économie et de sciences politiques à la base. Et puis le projet que tu portes aujourd'hui, il est très lié aux questions écologiques, environnementales. Comment est-ce que tu fais le lien entre un jeune homme qui fait des études pour être journaliste, qui s'intéresse à l'économie, qui s'intéresse aux enjeux de pouvoir, hein, je mets des guillemets, mais je crois que c'était un peu ça, et puis ce que tu es aujourd'hui? Déjà, je pense que comme nous tous, c'est un cheminement, il n'y a pas un chemin tracé d'emblée, il y a des intentions, puis ensuite la vie provoque des choses et des rencontres et des chemins de traverse. J'ai été étudiant pas très loin d'ici, à l'IEP de Rennes, donc boulevard de la Duchesse-Anne. C'était 2 très belles années de ma jeune vie, il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années déjà, même plus peut-être, je ne sais plus bien. Et effectivement, j'étais sur cette trajectoire de faire de la presse, de faire du journalisme, qui était le métier qui me faisait envie, qui m'habitait, et que j'ai pratiqué de 1998 à 2016. D'abord, tu l'as dit, dans la presse éco. Pourquoi je me suis intéressé à l'économie ? Probablement parce que, d'un naturel très curieux, j'avais senti comme ça que c'était un des rouages du monde dans lequel nous vivons. Et chemin faisant, dans le journalisme, moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre, je prends souvent une image au travers du parcours de la tranche de jambon, le monde comme il va, comme il ne va pas, comme il pourrait aller mieux, voilà, en déconstruisant tout ça et en essayant de comprendre le fait que derrière tout ça, il y avait des choses, il y avait des personnes, il y avait des matières, il y avait des usines, il y avait voilà, tout un truc qu'on fréquente quotidiennement au travers de nos habitudes de consommation, mais pas seulement. Et m'intéresser à ce qu'il y avait derrière tout ça pour le questionner, voilà, ça c'était ce qui m'intéressait. Il y avait cette curiosité, cette envie de comprendre. Est-ce qu'il y avait une question de compréhension et d'appropriation du pouvoir également? Est-ce que tu avais envie de faire une carrière? Pour moi, je ne sais pas trop. Quand je suis entré en école de journalisme, j'avais pas un plan, j'avais pas... Je me souviens d'un jury qui m'a dit, c'est la question qu'on vous pose, comment vous voyez, vous sortez, vous êtes diplômé, qu'est-ce que vous allez faire? J'avais un peu récité mon catéchisme en disant je vais faire de la presse économique parce que je savais que c'était l'un des domaines dans lequel on embauchait. Donc ça plaisait beaucoup aux écoles de journalisme d'entendre ça, parce qu'il y avait très peu de journalistes qui se destinaient à la thématique économique. Tout le monde disait moi je veux faire du grand reportage ou je veux faire des sujets de société, éventuellement du sport. Et voilà, donc j'ai un peu dit ça sans y croire, même si l'économie était vraiment quelque chose qui me passionnait. Et je leur ai dit, voilà, moi, je terminerai rédacteur en chef des Échos. Tu l'as promis. En entretien, tu dis, voilà, moi, mon plan de carrière, c'est... C'est ça. Et évidemment, j'en pensais pas un seul mot.
Je me disais, mais mon Dieu, si je fais ça, qu'est-ce que je vais me faire chier? Alors, j'aime beaucoup les Échos, hein, c'est une lecture très intéressante, mais je voulais pas de ça pour moi. Mais c'est ce que j'ai dit parce que je me disais que je marquerais des points. Alors, de fait, j'ai cheminé comme ça. J'ai commencé Il se trouve que les titres de presse économique sont plutôt des titres dans lesquels on défend une approche, disons-le, néolibérale des choses. Enfin, en tout cas, c'est la dominante dans les pages économie des journaux ou dans les journaux spécialisés. Alors par contre, sur ce point-là, j'étais à peu près en dissonance personnelle. T'étais pas dans le dogme? Non, même si dans mon parcours d'apprentissage de l'économie, c'est vrai que c'était quand même plutôt la tendance dominante et que j'avais fini par intégrer, avec toujours un peu de distance critique, mais probablement pas suffisamment, mais une éducation personnelle assez simple, plutôt judéo-chrétienne, plutôt tournée vers les autres, beaucoup d'empathie aussi, je pense, à titre personnel, qui me faisait me dire, mais quand même, il y a 2-3 choses qui déconnent et en fait, ça va pas, quoi. Ces dogmes qu'on propose ne correspondent pas à ma vision de ce que peut être l'humain. Et voilà, Keynes disait, en fait, on peut toujours faire des projets à long terme, mais surtout à long terme, nous sommes tous morts. Donc la question de l'économie qui détruit pour qu'ensuite on répare, ça finissait par me sonner un peu incohérent. Pourquoi pas tout de suite faire une économie qui prenne soin? Alors, il te reste encore du temps puisque tu es jeune, mais tu prends pas trop le chemin d'être directeur de la rédaction des Échos? Non. Non, je te vexe pas en disant ça. Non, mais pas du tout. Hein. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est comment ce point de départ, ce parcours tout tracé où effectivement tu allais vers cette économie, il t'amène là où tu es maintenant avec cette préoccupation qui est l'écologie. Alors, en plusieurs temps. Premier temps, l'Afrique. Je démarre dans un magazine qui s'appelle L'Expansion, où quelqu'un me dit « Walter, à 26 ans, on ne travaille pas l'expansion. À 26 ans, on fait le tour du monde. » Bon, il me l'a dit parce qu'il avait sans doute N'oublie pas d'être jeune. Senti des choses, et je ne peux que souscrire cette phrase très simple, mais restée. Je me suis dit, mais c'est vrai, qu'est-ce que je fous là? Et quand on m'a proposé un CDI, j'étais jeune journaliste depuis 1 an et demi, j'ai dit non. J'ai dit non, je ne vais pas prendre votre CDI, je vais m'en aller parce que j'ai besoin de remuer, j'ai besoin de... Voilà. Et on m'a dit, réfléchis quand même, et on te promet que si tu restes, tu vas faire beaucoup de terrain. Bon, j'avais un chef qui était assez convaincant, François Langlais pour ne pas le nommer, certains le connaissent sans doute ici, et il m'a dit réfléchis bien. Puis, donc j'ai fini par me laisser convaincre, j'ai signé mon CDI et 2 jours après, on m'envoie en reportage au Burkina, pour 10 jours, au Burkina Faso. Alors, tu nous as d'ailleurs proposé une photo, on va la voir, qui est une photo... perso de ton album, du plateau d'Ogon, je crois. C'est oui. La première de ces photos. Alors, c'est la première, j'y reviendrai tout à l'heure, mais effectivement, il y a 2-3 visuels d'Afrique. Ça, je vais y revenir, c'est au Mali, ça, au pays d'Ogon, qui est malheureusement une région dans laquelle on peut quasiment plus mettre les pieds maintenant, parce que c'est le territoire, entre autres, des islamistes de l'AQMI. Mais cette rencontre avec l'Afrique à cette occasion a été pour moi le moment qui m'a fait me dire en fait, dans l'existence, on a 2 chemins. On a un chemin qui est plutôt mainstream, qui est celui que, je ne vais pas dire pour lequel on est déterminé, mais sur lequel beaucoup des influences de la société nous amènent tranquillement, qui fait qu'après, voilà, on va voir l'emprunt, et puis la maison, et voilà, le pavillon, la famille, le chien, tout ça. J'ai rien contre, hein, mais voilà, c'est un chemin, et qui finit peut-être par, entre guillemets, nous emprisonner, en tout cas nous corseter un peu. Et puis il y a un deuxième chemin qui est sans doute plus complexe, plus difficile, mais que je sentais être un chemin de liberté. Et dans ce reportage qui m'a amené au Burkina, je me suis pris une grosse claque, d'abord parce que comme occidental, bien portant, bien pensant aussi sans doute, je me suis pris cette réalité d'un monde qui est très ordinaire. On parle beaucoup d'effondrement aujourd'hui. On entend parler d'effondrement, de collapsologie. Quand on chemine comme ça dans les faubourgs de Ouagadougou, la première chose qu'on voit, c'est le chaos, c'est l'effondrement permanent. En fait, ces situations d'effondrement, ces personnes là-bas les vivent quotidiennement.
Donc cette réalité-là m'a sauté à la figure à 26 ans. Elle m'a vraiment secoué comme un prunier, intérieurement. Et en même temps, j'ai été saisi par une énergie de vie, de création, une énergie entrepreneuriale des personnes et de quelques très bons amis que je me suis fait là-bas, et qui m'ont amené, en fait, qui ont provoqué chez moi quelque chose qui s'est révélé en plusieurs temps, en plusieurs étapes, et qui m'a amené à quitter la presse mainstream, à quitter mon poste quasiment de retour quelques mois plus tard, 5-6 mois plus tard, à partir pour un titre de presse indépendante qui s'appelait Transfert et qui traitait de nouvelles techno. Donc j'ai découvert les joies de la presse indépendante. Et puis, de fil en aiguille, à prendre ma liberté, à dire, voilà, j'étais à Paris, j'ai envie de vivre à Nantes, dont je venais, je suis retourné vivre à Nantes, j'ai fait de la presse nationale depuis Nantes. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui t'a secoué particulièrement à Ouagadougou. Il y a une autre photo que tu nous as donnée. Oui, il y a une autre photo qu'on peut montrer. Et qui m'amène à une question, c'est la question de l'humain. Ouais. Tu l'as dit rapidement, mais il y a plus que ça derrière. Ton témoignage, c'est les rencontres. Et les rencontres à Ouagadougou ont eu une influence forte sur ta vie. Oui, alors j'aime pas trop parler de ma vie. Je suis pas habitué à ça, donc je suis désolé. Ça se trouve, c'est très chiant, mais bon, là vous avez des gamins de Ouagadougou, donc des gamins des rues. Ça, c'est un quartier qui a disparu. C'était le vieux Ouaga, que moi j'aimais beaucoup. Alors ça sentait pas bon, c'était parce qu'il y avait les égouts à ciel ouvert, tout ça. Donc objectivement, il fallait assainir tout ça et puis détruire pour reconstruire. Mais bon, il y avait quand même pour moi un certain charme. Ça a été mon contact avec l'Afrique. C'est là que j'ai trouvé des amis, notamment un très bon ami qui s'appelle Missawa. C'est là que j'ai passé des soirées à écouter du reggae, à fumer des pétards, alors que j'étais journaliste à l'Expansion, en costard dans la journée, à aller voir les huiles du pays, à me faire surnommer par mes amis Papa Madi, parce que quand ils voyaient un Européen en costard, ils l'appelaient Papa Madi. C'est leur manière. Il y a beaucoup d'humour et beaucoup de formules là-bas. Et puis le soir, à me plonger dans ce monde qui me faisait à la fois un peu peur et puis qui m'attirait, qui était plein de vie, plein de créativité, plein de choses. Voilà. Et ça m'a secoué. J'ai fait 2-3 rencontres amicales, une rencontre amicale plus personnelle aussi, qui m'a amené à vivre une histoire. Une rencontre amoureuse. Voilà. Pendant 1 an et demi, 2 ans, ça a été très compliqué. Je me suis pris aussi de face notre politique de visa, notre politique extrêmement violente, m'a-t-il semblé, de protection, de surprotection du pays et de l'Hexagone par rapport à tout ce qui se vit là-bas. J'ai trouvé ça insupportable. J'ai manqué, dans un moment de colère, de déchirer ma carte d'identité en décrétant que je n'étais plus français, mais que de toute façon, voilà, à partir de là, j'étais citoyen du monde. Alors, je sais que ça peut faire sourire, mais de toute façon, c'est comme ça que je me sens aujourd'hui. Je ne suis pas patriote, enfin je ne l'étais pas, je ne le suis toujours pas. Je comprends le besoin de nationalité, mais je trouve qu'il y a des choses derrière qui sont un peu inquiétantes. Voilà, donc ce truc m'a vraiment secoué très fort, et c'est à partir de là que je me suis dit, je ne peux plus travailler dans une presse économique qui me plaît, mais dont la trajectoire est largement néolibérale, alors que dans des pays comme ça provoque ce qu'on appelle des plans d'ajustement structurel, où on décrète, ce qui a été fait au Burkina, que du jour au lendemain, on va virer 15% de fonctionnaires pensant que c'est juste une question de bonne gestion, alors qu'une personne qu'on vire là-bas, c'est 10 personnes ou 10 familles à qui on coupe du jour au lendemain les revenus. C'est pas, je ne dis pas que c'est mieux ici, mais c'est pas juste une famille. En cascade, ce sont des conséquences. Et les conséquences, c'est aussi derrière des gens qui ne peuvent plus aller voir le médecin, qui ne peuvent plus soigner, et qui meurt d'une occlusion intestinale à 49 ans. C'était le cas du papa de ma chère et tendre de l'époque. Alors que ça aurait été en France ou en Europe, évidemment, il y avait des systèmes de soins qui prenaient tout facilement en charge. Donc ça, là, je me suis dit, non. Ça, c'est pas possible. Tu le dis avec beaucoup de pudeur en expliquant comment tu as construit ton raisonnement sur cette colère, parce que c'était une colère réelle, forte. Est-ce que tu penses que ça a été une colère fondatrice de qui tu es aujourd'hui? Oui, ça m'a aligné. Aligné. Ça m'a aligné, ça m'a permis de résoudre mes contradictions quand on est dans une carrière, quand on est dans nos professions, nos choix de vie, et que, bien sûr, il y a la tentation de dire
On était en 2000-2001. Je voyais beaucoup de mes amis qui étaient sortis d'école de journalisme ou autres, acheter leur appart, commencer à se mettre en couple, tout ça. Et puis partir sur un chemin de vie que je ne critique pas, il est très bien ce chemin de vie, mais dans lequel il y a beaucoup de matérialité, beaucoup de matérialisme, beaucoup de préoccupations de salaire, de carrière. Et puis finalement, on finit par, je trouve, un peu se prendre au piège de soi-même. Je me suis dit, moi, c'est pas mon chemin. C'est pas ça que je sens. Et je ne savais pas ce que je sentais, je ne savais pas ce que j'allais en faire. Et je me suis dit, ça, c'est pas mon chemin. Donc, je change de cap. Et il y avait... et en fait, je pense qu'il y a toujours deux forces qui sont à l'œuvre. Une force qui relève du refus et de la colère, d'un côté, et une force qui relève de l'aspiration et de l'envie, de l'autre. Et le mouvement ne peut fonctionner qu'à partir du moment où les deux se trouvent en résonance. Et donc j'avais cette colère qui me disait il faut que je parte. Et puis il y avait ce titre dont je parlais tout à l'heure qui s'appelait Transfert, qui était un jeune journal indépendant traitant de l'arrivée du web et de tout ce que ça allait bouleverser dans nos vies. Et donc j'ai appris que Transfert recrutait une vingtaine de journalistes. Voilà, je me suis dit c'est ça, il faut que je candidate. Et puis on verra bien. Et donc je suis allé rencontrer Christophe Agnus, qui est un Breton, un voileux, qui a créé aussi un journal ici en Bretagne, qui vit maintenant à Toulouse, qui était une rencontre importante. Et Christophe m'a embauché, m'a donné le goût de la presse indépendante et a planté en moi une graine qui a germé beaucoup plus tard. Et puis, on va revenir sur la suite, mais il y avait une chose que tu avais déjà, c'est du côté positif de la force ou du côté clair de la force, il y avait cette envie d'entreprendre. Tu dis aspiration, tu dis envie. Oui. L'envie d'entreprendre, chez toi, c'était là dès le départ. L'envie de créer, en tout cas, de créer, d'écrire ou de créer des assos ou de créer un projet. Et tu ne savais pas quoi, mais créer. Non, entre mes 2 années d'école de journalisme, je me suis dit, j'ai tout plaqué pour aller créer j'ai un projet de supermarché en ligne. On est très loin de ce que je fais maintenant, mais bon, voilà, c'était là. J'ai vraiment hésité. On était en 97, donc c'était vraiment le démarrage du web en France. Et je me suis dit, voilà, je vais me lancer dans le web. Et voilà, je ne l'ai pas fait. Je suis resté sur mon rail journalistique. Mais ensuite, cette envie m'a repris. Il y a eu une discussion très intéressante du temps de transfert avec un camarade de jeu qui est maintenant journaliste au Monde. Et Transfert commençait à battre un peu de l'aile parce que c'était compliqué. On était en 2001, la bulle Internet venait d'éclater, les financements étaient moins là, la pub commençait à baisser. On s'est dit, oui, qu'est-ce qu'on peut faire du coup ? Qu'est-ce qu'il y a à faire dans notre métier du journalisme pour quand même en sortir par le haut ? Et lui m'a dit, il avait créé quelques années avant un journal qui s'appelait Don Quichotte, Alexandre Picard. Il me dit, faut créer des canards, quoi. Et là, je lui ai dit, jamais de la vie, jamais. À un moment où tout le monde disait, la presse, c'est fini déjà. Ouais, on commençait à s'inquiéter. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je lui ai dit, jamais de la vie, pas de canard. Et tu l'as fait quand même. Voilà. Et j'ai donné ma DEM à Transfert parce que je voulais rentrer à Nantes. J'ai rencontré une personne qui avait créé Novetic, un webzine en ligne qui parlait d'investissement social et responsable, et qui m'a proposé de travailler pour elle à Paris. Je lui ai dit non, parce que là j'ai envie d'aller à Nantes. Elle m'a dit quand même, on peut collaborer. Et comme freelance, je me suis dit après tout, pourquoi pas. Et me voilà à travailler comme journaliste pour Novetic et puis pour d'autres titres, et là, à ouvrir un petit peu ce sujet de l'écologie. On était en 2001 avec des articles sur les OGM, sur le transport pétrolier, sur l'accès aux soins aussi en Afrique, qui était un sujet qui me tenait à cœur. Et voilà. Et en fait, c'est avec Novetic, en 2001, que j'ai découvert les enjeux écologiques. Je réponds longuement à ta question. Et ces sujets, ces préoccupations ne m'ont jamais quitté depuis. Quelle est la place de Terra Eco dans ce cheminement vers l'écologie ? C'est très simple. En travaillant à Novetic, je me suis donc passionné pour ces sujets. J'ai fini par proposer beaucoup d'idées, d'angles de sujets, avec des connexions sociétales entre l'économie, les questions culturelles, les questions sociales, les questions environnementales. Et filiale de la Caisse des dépôts, Novetic était, je trouve, parfois un peu timoré là-dessus. Et mes sujets ne trouvaient pas toujours preneur. Donc je me suis dit qu'à cela ne tienne, puisque ces sujets ne trouvent pas preneur, je vais créer le journal dans lequel j'aimerais travailler. Terra Eco comme Terra Économie ou Terra Écologie ?
Alors Terra Echo, c'était une polysémie, une ambiguïté entretenue, mais le premier nom de Terra Echo, c'était Terra Economica, qu'on a fondé en 2003, je dis on parce que j'étais pas tout seul, lancé début 2004, qui est devenu Terra Echo en 2009, au moment où on a vraiment acquis une stature nationale, on est sorti en kiosque, et donc voilà. Mais on est né du web, avec un magazine papier dès le premier jour, mais une naissance, le web nous a permis de créer un journal payant sur abonnement en 2004, un moment où tout le monde disait le web c'est mort, faire payer l'info sur le web, vous êtes complètement taré. Voilà, je me souviens même d'une discussion avec Edoui Plenel en 2007 qui était venu me voir en me disant mais Walter, tu penses vraiment qu'on peut faire payer de l'information sur Internet ? Ah ouais. Je dis mais Edoui, j'en suis absolument convaincu. Et je vais le prouver. Et tu l'as prouvé, vous l'avez prouvé, puisque Terra Echo, ça a fonctionné. On l'a prouvé non sans peine. On était à la croisée de plusieurs fractures. La fracture du web qui a percuté les modèles économiques de l'information, parce que tous les éditeurs avaient choisi de donner l'information sur le web qu'ils vendaient dans les kiosques. Je pense notamment à Libération, qui est parti bille en tête quand Le Monde a refusé et a maintenu cette idée d'avoir un lectorat payant. Donc on a tous collectivement fait entrer des habitudes et un modèle économique qui était financé par la publicité, ce qui est quand même très problématique quand on veut traiter d'intérêt général, parce qu'on va toujours là où est l'audience et beaucoup moins là où est le sens. Et alors évidemment on en est revenu. Mais dans cette voilà, donc il y avait cette première fracture qui était une vraie complexité. La deuxième, c'était de parler de sujets d'écologie en 2004, en 2009, à un temps où on était encore très pionniers. On avait des pionniers avant nous, déjà. Moi, j'avais compté sur le chemin de la presse indépendante qui traitait de ces sujets. Il y avait 21 cadavres. Des cadavres. Depuis les années 70. Des journaux qui étaient morts et nés et morts. Voilà. Donc, je m'étais les journaux, pas les gens. Je m'étais dit, a priori, on a quand même statistiquement plus de probabilité de finir comme eux que de s'en sortir. Bon, on a quand même tenu 13 ans. Et puis, avec 15 000 abonnés, 400 000 visiteurs uniques sur le web, une certaine renommée, des partenariats avec des grandes radios. Et donc, tout ça a pris, mais n'a pas suffi. Pourquoi est-ce que vous avez sabordé Terra Echo ? On ne l'a pas sabordé, c'est que pendant 13 ans, on a perdu de l'argent, sauf une année, tous les ans. J'ai levé 3 millions d'euros pour faire tourner le journal en 13 ans. Et à la fin, on faisait 1 700 000 euros de chiffre d'affaires, toutes activités confondues, et on perdait encore 200 000 euros. Donc ça ne tenait pas. Il fallait recapitaliser tout le temps, ce n'était pas possible. Et ce qu'on disait, c'est le destin de Terra, c'est le cimetière ou un groupe. Donc on a discuté assez longuement avec le groupe Bayard, un peu avec le groupe Le Monde aussi. Bon, au Monde, en gros, il y a une ou deux personnes qui nous ont fait comprendre que l'écologie n'était pas un sujet d'avenir, donc ça ne les intéressait pas. Et à Bayard... Ça, c'était il y a combien de temps, ça ? 2015. Waouh. Et à Bayard, tout le monde ne disait pas ça, hein, il faut bien être honnête, mais... je ne donnerai pas de nom. À Bayard, c'était un peu l'inverse. Ils étaient convaincus qu'il y avait un sujet, mais ils ne savaient pas comment le prendre. Parce que, en gros, ils nous ont dit, nous, à moins de 35 000 abonnés, on ne sait pas faire. Et donc, ça va être compliqué de vous accompagner, même si on a très envie. Donc, il restait l'autre solution. Donc, ne restait que la solution de tout liquider. Voilà. Et de considérer qu'on avait quand même vécu une aventure qui a peut-être eu son utilité. Il m'arrive assez fréquemment de rencontrer des lecteurs de Terra Echo. On peut peut-être faire un petit test. Oula, je vais avoir mal, je crois. Non, je ne crois pas. Terra Echo, vous connaissez ? Qui a eu l'occasion, au moins une fois, soit sur Internet, de lire Terra Echo ? Sans mentir. Levez super haut pour qu'on vous voit bien. Ah si, quand même, tu vois. Ouais, ça me touche. Il y a du monde. Ouais, il y a du monde. Non, ça me touche vraiment. Ça a été douloureux d'abandonner le bébé ? Non, pas du tout. Ça a été une libération. Ah oui ? Ouais. T'en pouvais plus ? Le 10 mars 2016, quand j'ai écrit le message d'adieu à nos lecteurs, c'était un vrai moment de joie, parce qu'on considérait qu'on avait fait le job.
qu'à un moment donné, tu vois, tu peux pas. Il faut savoir poser les armes aussi. Quand l'adversité est trop grande, ça veut peut-être dire que c'est pas le bon chemin, c'est plus le bon chemin, ou qu'il faut changer de chemin. J'étais convaincu qu'il fallait repartir de zéro et recréer quelque chose, qu'on avait vieilli aussi. On ne devait pas notre insuccès économique, un succès de lectorat, d'estime, de qualité éditoriale, tout ça, c'était bien. Mais cette sanction-là, elle était, que moi j'ai pas vécu comme un échec, mais comme un moment de vie en fait. Ben, je considérais qu'elle disait des choses et elle devait nous appeler aussi à nous remettre en cause. Et puis c'est pas, j'aime bien me dire que mon camp, enfin plutôt mon chemin à moi, est plutôt celui des défricheurs que celui du mainstream. Ça me plaît. Pour la plupart des gens, ça aurait pu être douloureux. Qu'est-ce qui fait dans ta personnalité ou dans la manière dont tu suis ton chemin que tu aies réussi à intégrer ça? C'est une étape, j'ai défriché, j'ai fait des choses et aujourd'hui je passe à un nouveau projet. Il y a peu de gens qui peuvent faire ça. C'est souvent douloureux. Oui, ce qui était douloureux, c'était de se dire qu'on n'arrivait pas à percer ce plafond de verre qui nous aurait amené peut-être à 20, 25 000, 30 000 abonnés et à faire une entreprise pleine de sens et prospère. Ça, c'était frustrant en fait. C'était pas douloureux puisqu'on l'avait pas vécu. C'est pas quelque chose qui nous quittait. C'est une chose à laquelle on n'arrivait pas à accéder parce que le momentum n'était pas là, quoi. La société n'était pas prête. Aujourd'hui, elle est prête. Là, elle n'était pas prête. Un journal ne doit pas son succès au talent de ceux qui le portent. Ça compte. Un journal doit son succès à l'énergie qui traverse la société. Ça, c'est un point important, c'est réussir à affronter des situations difficiles, parfois des échecs, tout en gardant sa confiance en soi, parce qu'effectivement, on n'a pas à endosser des responsabilités. On avait bien bossé. Quand on a arrêté, j'ai même des investisseurs qui m'ont envoyé un message en me disant « Ton prochain projet, viens me voir ». Enfin voilà, c'était très tranquille. On a reçu des centaines de messages de lecteurs. C'était d'une bienveillance et d'une douceur. C'est inimaginable. Ce 10 mars 2016 reste pour moi un très beau jour de ma vie, qui m'a permis aussi, en tant que dirigeant, parce que aussi entrepreneur d'une entreprise qu'il fallait parfois porter à bout de bras économiquement, de me libérer. Parce que j'étais aussi dans un corner, tu vois, et j'avais plein d'idées de projets que je me disais, mais je les ferai quand ? J'ai pas 36 vies non plus. Donc, non, je me suis dit, l'herbe va repousser. Quand on entreprend, quand on crée, c'est un virus. Quand on a fait ça, il va en sortir quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je suis certain que ça va repousser. Et puis en plus, j'étais convaincu que nous travaillions tous collectivement dans le sens de l'histoire. Tu savais pas quoi ? Ça veut dire que le projet Open Land, il n'était pas encore dans ta tête. Pas du tout. Mais ce qu'il y avait, j'ai l'impression dans ton parcours, de plus en plus forte, de plus en plus radicale, je mets des guillemets, mais de plus en plus présente, il y avait cette nécessité de s'investir pour la planète, de sauver la planète, de réparer la planète, puisque c'est ce que vous avancez à Open Land. Ça faisait son chemin, ça avançait aussi. Oui, alors ça n'a pas changé d'un iota, et ce qui était très fort à l'époque et dont j'étais conscient que ça allait continuer, c'était cette énergie initiale du projet qui vivait en nous, qui brûlait encore en moi, et toujours et plus que jamais, de se mettre au service de la Terre, avec un T majuscule, la Terre, le vivant, les humains que nous sommes. Ça, c'était là, et je sentais que ce serait là pour longtemps, et que ça ne changerait pas, et que ça guiderait ma vie professionnelle et personnelle, mais que c'était le ferment du projet d'après. La première chose que j'ai faite en quittant Terra, c'est écrire un autre projet de journal. Bon, c'est logique. Que tu n'as pas monté. Comment ? Que tu n'as pas monté. Non, il est dans un carton. Si quelqu'un a 1 centime pour me l'acheter, je veux bien le vendre. Je pense pas que ça vaille beaucoup plus. Donc après, on peut aller boire un verre si quelqu'un est intéressé. Mais voilà. Donc je me suis dit, bon là, la presse indépendante, ça va peut-être aller, quoi. Il va falloir tourner la page. Parce que c'est quand même... c'est un combat, c'est un sport de combat. Puis j'ai laissé les choses se faire. Je suis reparti un peu en Afrique faire quelques missions avec l'AFD. Je suis parti aux États-Unis faire un petit tour dans l'ONG d'Al Gore, le Climate Reality Project.
dont je suis un des 33 000 ambassadeurs dans le monde, sur la question du climat. Voilà, j'ai pris du bon temps, finalement, dans ces sujets brûlants. Et puis, j'ai laissé les choses infuser. Et un jour, un entrepreneur nantais qui s'appelle Bernard Brémond, qui est propriétaire d'un domaine, un domaine de Landroan, m'a appelé en me demandant de le voir. On va le voir, ce domaine, filmé grâce à un drone. Alors, on a des images aériennes. Donc, tu le rencontres, hein, voilà, et qu'est-ce qu'il te dit ? Alors Bernard, il a acquis ce domaine il y a une quarantaine d'années. Il en a fait à la fois le domaine où vit sa famille, et puis c'est un jeune entrepreneur de 78 ans et 12 ans d'âge mental. Il en a fait le siège de son entreprise, et puis qui a accueilli jusqu'à 80 salariés dans les années 2014-2015. Entreprise de quoi ? Entreprise d'immobilier, donc conception immobilière et promotion immobilière. Et sur ce domaine, voilà, on voit les bâtiments. Donc sur la droite, tout en haut, on voit des bâtiments assez récents, donc là où se trouvaient les salariés du groupe. Et en 2015, la partie promotion immobilière a changé, est allée dans un autre groupe, et donc ne sont plus restés que sur le domaine. Une dizaine de salariés travaillant sur les projets de conception immobilière. Donc avec ce grand domaine de 72 hectares, aménagé à 1 kilomètre à peu près en vol d'oiseau de la ZAD, donc des bâtiments magnifiques. Alors, on n'est pas sur Notre-Dame-des-Landes, pas sur la commune de notre... On est à Vigneux-de-Bretagne. Oui. Un corps de ferme qu'on voit ici. Et Bernard me dit, ici, on a un projet de campus international franco-chinois autour de l'écologie. Le projet avait du mal à démarrer. Il m'a demandé si je voulais bien l'auditer et faire des propositions, des scénarios pour voir si ça allait voir le jour ou pas et comment. Et puis, de fil en aiguille, je lui ai proposé 2 scénarios. Un scénario de continuation de ce qui avait commencé à émerger, mais qui avait un peu de peine. Et puis un deuxième scénario qu'on a appelé tout de suite Open Land, qui consistait à créer un écosystème entrepreneurial d'artistes, d'entrepreneurs, de dirigeants d'associations, d'indépendants, qui viendraient ici pour créer ensemble des projets au service de la transition écologique et sociale. Ça, c'est abstrait. Concrètement, en vrai, c'est quoi ? C'est des gens qui viennent, on peut, chacun d'entre nous, venir frapper à la porte et dire « Walter, je suis, je sais pas, moi, écrivain, artiste, et j'ai envie d'être là et de participer », c'est ça ? Je vais répondre en 2 temps pour être très concret. C'est de dire que la transition écologique au rythme où on l'amène, c'est un scientifique américain qui a calculé ça, elle sera faite dans 363 ans. Le GIEC, qui travaille sur le climat, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, nous dit on a entre 2 et 12 ans pour vraiment gagner le combat sur le front du climat, qui consiste à essayer de rester sous la limite d'un réchauffement planétaire de 1,5 degré à 2 degrés. Ensuite, si on dépasse cette limite-là, le monde tel qu'il est aujourd'hui bascule dans un inconnu scientifique qui pourrait rendre à terme, si on y prend garde, la vie extrêmement difficile sur Terre. Alors à terme, c'est dans 50, 100, 150 ou 200 ans. Certaines des projections extrêmes pour la France en 2050, c'est-à-dire dans 31 ans, personnellement, j'aurai 77 ans, disent qu'on aura 2 étés sur 3 de canicule et que pendant ces canicules, jusqu'à 8 semaines d'affilée, il fera jusqu'à 55 degrés en Île-de-France. Quand tu dis ça, pour la plupart des gens, soit on ne te croit pas, c'est de l'ordre de l'inconcevable, soit il y a une charge d'angoisse dans ce que tu racontes tellement importante qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on se sent impuissant. Comment ça passe ce discours-là quand tu le tiens ? Si on en reste là, ça passe très mal et ça fait peur. Après, la peur, elle est parfois mobilisatrice. Donc, je ne suis pas de ceux qui disent qu'il ne faut surtout pas faire peur, il faut lisser tout ça, machin. Ce que ça dit, quand même, ça dit que si on se projette, si on projette nos enfants dans ce monde, ça va être un monde compliqué. Donc, notre responsabilité aujourd'hui, c'est de se dire,
Effectivement, est-ce que je crois ou je ne crois pas? Mais pour moi, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de science. Les scientifiques qui nous disent ça le disent depuis 1979, parfois avant. Et quand on regarde, quand on reprend les hypothèses qu'ils avançaient dans ces années-là, et qu'on regarde ce qui s'est passé scientifiquement depuis, tout ce qu'ils ont annoncé s'est produit, voire légèrement pire. Donc, leurs outils de calcul, leur technicité, leur éthique, leurs compétences, leurs talents, tout ça, sont des choses, moi je les fréquente depuis les années Terra Eco. C'est pas une question de croyance, c'est une question de confiance. Je fais confiance à Jean Jouzel, qui est de pas loin d'ici, qui est un des plus grands climatologues français. Il est extrêmement précis dans ce qu'il dit. Il cherche pas à manipuler. Mais même si on laisse de côté les quelques climato-sceptiques, donc je te poussais un petit peu là-dessus, mais ils sont de moins en moins nombreux pour la plus grande partie de la population, même si on y croit, même si on l'entend. Le deuxième argument est un argument très fort, c'est celui de l'impuissance. Aucun d'entre nous ne se sent puissant pour stopper cette évolution et y faire face. Et là aussi, en fait, je veux t'amener sur ce que vous faites à Open Land. Bien sûr, alors je vais y revenir. C'est justement ça la alors, réponse. Je vais te rassurer tout de suite. De toute façon, la partie est perdue. Merci. C'est-à-dire, si on pense qu'on ne va pas aller vers un climat plus problématique ou complètement déréglé, enfin, pour prendre en 2019 le pastis en terrasse au mois de février et se cailler les miches au mois de juin, on comprend, et durablement en plus, c'est pas pendant un jour ou deux, c'est des longues périodes, on comprend que quelque chose ne fonctionne plus et que c'est imprévisible, erratique, tout ça. Donc il y a déjà aujourd'hui des stigmates de ça qui font que depuis l'été 2018 notamment, il y a beaucoup de personnes qui ont compris physiquement que quelque chose n'allait pas. Donc c'est accepté, et après, qu'est-ce qu'on en fait ? Et ça veut dire aussi que là où jusqu'à présent on se disait oui, ça va se dérégler, mais moi je ne le verrai pas, ce seront mes enfants, mes petits-enfants, c'est faux. On le sent aujourd'hui. Oui. Et demain, et le mois prochain, et l'année suivante, chacun d'entre nous va le vivre, quel que soit notre âge. Exactement. Nous le vivons, nous allons le vivre. Et donc cette trajectoire-là, cette inertie-là, pour des raisons scientifiques sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, il y a probablement 40 ans d'inertie dans le système climatique. Donc ce qu'on vit aujourd'hui, c'est probablement la conséquence des gaz à effet de serre qui ont été émis dans les années 80. Dit autrement, ce qui s'est passé entre les années 80 et l'année 2020, 2019, ne se lit pas encore dans le système climatique et va commencer à se lire dans les années qui viennent. Donc si on arrêtait ce soir d'émettre des gaz à effet de serre, malgré tout, les choses continueraient à s'intensifier. Ça aura peut-être un effet dans 40 ans ou 30 ans. Alors, ce n'est pas une raison pour laisser les choses s'aggraver. Donc, c'est un premier point, c'est de continuer à travailler sur ce chemin de décarboner l'économie. Ça, c'est impérieux. Et puis, le deuxième point, et c'est là où il faut être un peu responsable, c'est de se dire, on va regarder ce qui va se passer, et puis il va bien falloir s'adapter. Parce que ça va secouer tellement fort qu'on n'a pas le choix. Quand on sait que ça va secouer, on prend des précautions. Si on se retrouve en montagne, surpris par l'orage, on a quand même quelques réflexes de survie, on sait ce qu'il faut faire, pas faire, et donc on s'adapte. On essaie de faire les choses. Là, c'est ça qui va nous arriver. Donc, il faut s'organiser. S'organiser sans défaitisme, en disant « Ok, c'est une épreuve qu'on va traverser. Ce qui fait qu'on la traversera, finalement, c'est pas de savoir si on aura de la techno, pas de techno, ceci ou cela. C'est plutôt savoir si on est soudé est capable de s'organiser en intelligence collective et d'essayer d'affronter tout ça ensemble. Donc nous, ce qu'on veut faire à Open Land, c'est de dire, il y a des personnes dans la société qui passent leur temps à lancer des projets. Des entrepreneurs, des artistes, des indépendants, des assos, je l'ai dit tout à l'heure. Si ces personnes intègrent dès maintenant la question du climat, la question des ressources naturelles, la question du vivant dont nous dépendons. Ce soir, on est là, on dépend de ce qu'il y a autour de nous, de l'air, de l'eau, de tout ça. Et de cette vie qui est en train de s'effondrer, c'est ce que disent encore les spécialistes. Si on se dit, en responsabilité, j'ai envie de participer à une économie qui va arrêter de détruire, qui va faire baisser son empreinte dans un premier temps, et qui demain, peut-être même dans une utopie, va dire, non seulement on ne détruit plus, mais on répare, on recrée. Moi, j'ai une grande confiance dans la capacité des écosystèmes, dans leur résilience,
à se recréer. Le climat, ça va être compliqué, mais la biodiversité, la forêt, le vivant peut être soutenu par l'action humaine au lieu d'être détruit. Et s'il est soutenu, je suis convaincu qu'il se réparera extrêmement vite. Donc Openland, c'est un laboratoire pour... Votre terme, c'est réparer la Terre. Ça, c'est la mission. La mission, votre mission. Et tu n'as pas répondu à ma question. Concrètement. On peut venir ? Bien sûr, on peut venir. Mais tous là, il y a de la place pour tout le monde. On peut tous apporter quelque chose ? Pourquoi j'ai ramené à la mission, c'est parce que pour nous c'est important. Si cette mission résonne en vous, pas ici mais ici, welcome déjà. Cette mission elle se traduit ensuite par une méthode qui consiste à dire dans les projets qu'on lance, on va mettre d'abord l'impact social et environnemental, premier rang. Ensuite, la question très importante de l'open source, parce que l'open source c'est ce qui permet quand une idée fonctionne sur un territoire, de la prendre et pourquoi pas de la déployer sur un autre territoire. Et s'aimer. Parce que la réponse aux urgences va se faire par l'intelligence collective, à notre sens, plus que par le capital et les brevets. Ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas. Bien sûr, il en faut. Mais si on raisonne Uber, si on raisonne... prenez n'importe quelle licorne, je ne suis pas sûr que la finalité sociétale soit bien là. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un travail au service de l'intérêt général. Quand on prend des projets qui existent, on aime beaucoup citer la Tricyclerie à Nantes, qui est une boîte qui fait 5 personnes, qui va récupérer les épluchures de légumes dans les restaurants, qui en fait un compost qui est revendu localement. Bon, c'est 5 personnes, mais actuellement, Colline Billon, la fondatrice, elle a 200 demandes pour déployer son modèle dans d'autres villes en France ou en francophonie. 200 demandes. Bon, moi, je fais 5 fois 200, je suis un peu bébête des fois. C'est-à-dire que ce projet sur le papier, il a le potentiel de créer 1000 emplois et d'avoir de l'impact dans 200 territoires. Si demain, ce projet se déploie par une stratégie open source, en créant des communautés, en ouvrant le capot et en partageant la méthodologie du modèle, ça peut aller assez vite. Donc ce deuxième pilier de l'open source, très important pour nous. Troisième pilier, c'est la viabilité. Évidemment, viabilité économique d'abord, pour qu'on puisse vivre, d'abord les porteurs de projets puissent vivre de leur métier, et puis en y mettant tout ce qu'on sait sur le design thinking, sur le crowdfunding, sur des méthodos assez ancrés désormais dans les mœurs de l'entrepreneuriat. Et là où c'est très concret, je disais tout à l'heure, Ken Caldeira disait qu'au rythme où on va, la transition va prendre 363 ans. C'est logique. Si dans la journée, je prends une caricature, vous me pardonnerez, on est entre nous, je bosse chez Total pendant 8 heures de ma journée et que le soir, je milite à la Fondation Nicolas Hulot, ok, j'ai une action pour la planète, mais dans la journée, toute mon énergie... Et tu te sens pas très bien, honnêtement, tu dois avoir une sorte Oui, puis mathématiquement, l'énergie que je mets dans la journée versus celle que je mets dans le soir, c'est pas les mêmes, et donc ça peut pas avancer, ça peut pas changer. Donc nous, notre raisonnement, c'est de dire, si demain, tous les professionnels, tous ceux qui ont un talent d'ingénieurs, de graphistes, d'agriculteurs, de boulangers, d'experts comptables, de journalistes, de je ne sais pas quoi, si tout le monde dit, je vais trouver mon chemin professionnel, faire mon métier au service de cette transition et gagner ma vie avec, eh ben, la partie sera gagnée en fait. En plus, on va faire pression politiquement parce que sociétalement, on pèsera davantage. Toute la question, c'est comment je passe de 0% de mes revenus dans cette transition écologique, aujourd'hui, potentiellement, à 100%. Le but d'Openland, c'est non pas d'un coup de baguette magique, mais en créant une communauté solidaire, de nous aider collectivement à faire en sorte que demain, nos revenus soient liés à ce projet de réparer la Terre. Ce que je comprends derrière ce que tu nous dis, et notamment ce terme d'essaimer, c'est que tu as une formule, on va dire une intention claire, réparer la Terre, que tu rajoutes des méthodes et effectivement du partage de l'open, et que tu rajoutes des talents. Et ça, tu veux les s'aimer, donc ça veut dire des open land, on pourrait en créer ailleurs, on pourrait en avoir ici à Rennes, on pourrait en avoir un peu partout en France. C'est l'une de tes ambitions ou pas ? Alors, d'abord, c'est pas que la mienne, c'est de vos ambitions. Comme je te disais, je suis cofondateur. J'ai initié le projet, mais j'en suis cofondateur. On est une équipe de 9 personnes. Pascal, que j'ai vu arriver ici et qui est là. Qui peut venir nous rejoindre ? Ouais, viens Pascal. Faut faire le tour. Fait partie de la team Openland et effectivement,
L'idée, c'est que cette communauté-là qui est en train de se constituer du côté de Nantes, si Dieu nous prête vie, si le projet fait du sens, s'il y a des énergies entrepreneuriales pour prendre le relais ailleurs, nous, on a inscrit dans les gènes du projet d'emblée qu'il allait s'appliquer la méthode qu'il prône aux autres. C'est-à-dire qu'en gros, si nous, on veut avoir de l'impact, il va falloir que cette méthode, elle voyage. Et la meilleure façon pour qu'elle voyage, c'est de la mettre en open source. Et donc de créer ou de susciter la création de communautés ailleurs, y compris à Tahiti, dont est originaire Pascal, et qui adorerait qu'on crée un Open Land à Tahiti. Et qui va peut-être nous en parler dans 2 minutes. Il y avait quelque chose d'étrange. Quand on en a discuté ensemble pour préparer, je calais un peu sur le côté, mais comment on essaime, comment on donne envie d'y aller. Et tu m'as envoyé des images en me disant, ça, je pense que c'est quelque chose qui peut donner envie d'aller plus loin. Je ne voyais pas trop. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et tu vas nous expliquer pourquoi ces images... Attends, j'ai Alzheimer, je me souviens même pas de ce que je t'ai envoyé. Si, tu vas voir. Tu vas t'en souvenir tout de suite. Ça. Ah. Pourquoi ça peut nous aider à y aller? Ça peut nous aider parce que d'abord, sous vos pieds, sous vos fesses, il y a ça. En ce moment. C'est ça qui vous porte. C'est ça qui nous porte. Ça, cette chose-là, elle est là depuis 4 milliards et demi d'années. Et elle porte la vie depuis 3 milliards 800 millions d'années. C'est le plus grand labo de R&D qu'on ait jamais imaginé. Ça a permis de créer ce qu'on voit juste à côté, des forêts dans lesquelles, par exemple, il n'y a pas de déchets. Donc ça filtre l'eau, ça crée de la matière, ça absorbe l'énergie du soleil, ça crée des services humains, récréatifs, artistiques, ça donne de l'énergie, du plaisir, du soin. Il y a plein d'animaux, petits, moyens, grands, qui sont abrités, qui en ont fait leur habitat. On en tire de l'agriculture, on en tire plein de choses. Ça, c'est là. Et la conscience de ça, cette image grand large qui a été prise pour la première fois en photo en 1972 par la mission Apollo 17, elle est finalement très récente dans notre trajectoire. Sapiens, c'est 12 000 ans. Enfin, pardon, Sapiens qui fait de l'agriculture, c'est 12 000 ans. L'homme, c'est 3 millions d'années. Sapiens qui fait de l'agriculture, c'est 12 000 ans. Ça, c'est 40, 50 ans. 50 ans à peu près. 55 ans. Non, 45 ans. 72. Un peu plus. Donc, de toute façon, c'est très récent. Voilà. Donc, cette image, si on la prend pour ce qu'elle est et ce qu'elle nous dit, et qu'on s'arrête un instant sur ce que tout ça nous apporte, on comprend que nous ne sommes rien, nous, sans tout ça. Le service écosystémique, ce qu'on appelle les services rendus par la nature, c'est 1,5 fois le PIB mondial en valeur. Ça veut dire que quand on fait 1 euro de PIB dans le monde, on a besoin d'1,5 euro de nature. Donc une fois qu'on a dit ça, on a compris que ce n'est pas l'économie qui conditionne la nature, c'est d'abord la nature, dans la nature le projet humain, et dans le projet humain, il y a l'économie. C'est ça la bonne hiérarchie qu'il faut établir et faire comprendre, et qu'on essaie de faire partager au sein d'Open Land. Et qu'on peut sentir effectivement en voyant cette terre. Donc là, c'est un clin d'œil à Jean-Pierre Gou. Jean-Pierre Gou, qui est auteur et qui dirige une boîte dans l'énergie, qui a pris des images de la NASA pour leur donner vie. À la base, ça, ce sont des photos prises par la NASA. C'est un projet d'Al Gore que de filmer la Terre pour justement renvoyer des images en temps réel de la Terre qui tourne à l'humanité pour qu'elle prenne conscience de la fragilité de ce qu'elle est et pour la faire changer de logiciel. Et Jean-Pierre, avec un acolyte israélien, qui est un mathématicien, ingénieur, machin, enfin, il a fait des équations hyper complexes pour faire ça. Il a transformé des photos prises de la NASA par la sonde L1 qui se trouve entre le Soleil et la Terre, et qui envoie régulièrement des photos, pour créer à partir de ça des images animées dont on dirait que ce sont des vidéos en live. On n'a qu'à se dire ça parce que ça nous va très bien. Mais oui. C'est la caméra qui est installée dans l'espace, là, qui nous regarde. Et il renvoie ça, il met là-dessus de la musique. Il a écrit un roman de tomes qui s'appelle Siècle bleu, dont je vous recommande la lecture. C'est un thriller absolument palpitant, Siècle bleu. Voilà, ça s'appelle Blue Turn, Jean-Pierre Gou. Et c'est inspirant. Et c'est inspirant. Et dernier truc là-dessus, parce que quand même, ça nous ramène à ce qu'on peut faire, à notre potentiel. Cette mission Apollo, elle a été pilotée
la navette spatiale qui est à l'Uni à 2 ou 3 reprises de mémoire, mais qui est partie 17 fois dans l'espace et qui a pu prendre cette photo. Elle a été pilotée par un ordinateur, l'AGC. Cet ordinateur de bord, il avait une capacité de 72 kilooctets. C'est la puissance informatique qu'on met en œuvre aujourd'hui pour faire une requête sur un moteur de recherche. D'accord. En capacité de stockage, ça représente un roman de 170 pages ou un gros email. Et avec ça, seulement ça, on a découvert ça et on a fait une mission spatiale de 150 milliards de dollars. Ça interroge sur notre tendance au toujours plus de puissance, on peut faire de grandes choses en étant économe en ressources, c'est possible. Qu'est-ce que vous pensez l'un et l'autre du sentiment de responsabilité et de culpabilité qui peut parfois là aussi nous bloquer dans un chemin qui nous permettrait d'avancer? On se sent parfois coupable et du coup on n'avance pas. Je pense qu'avant de parler de responsabilité, il faut peut-être parler de résilience. Quand on subit un choc, un traumatisme, on ne va pas vous mettre tout de suite face à votre responsabilité dans ça. On va déjà vous parler de résilience et de la façon dont on... Donc il faut peut-être commencer par s'appliquer un peu de bienveillance à soi et aux autres. Je ne pense pas que c'est en étant dans la contrition et dans le dur qu'on va arriver à ça. Et ensuite, oui, évidemment, on a une responsabilité. Après, faut savoir, au bon niveau, je pense qu'il faut savoir, comment dire, agir là où on est. Et c'est déjà pas mal. Et après, chacun agit avec ses capacités. Mais agir là où on est, là où ça fait du sens, c'est déjà ça, quoi. Agir là où on est, avec... détermination, avec joie aussi, parce que être dans cette action et cette idée qu'on participe, on est quand même nombreux désormais à tenter de faire émerger ces nouveaux modèles, c'est quelque chose de compliqué, mais c'est enthousiasmant. Et puis, c'est parce que nous le faisons et que nous montrons que ça nous apporte aussi, il y a des renoncements, il y a peut-être parfois des renoncements matériels, un peu de mise en danger, mais il y a aussi beaucoup de satisfaction et beaucoup de cohérence. Et cet alignement, il finit par se ressentir. Et les personnes avec lesquelles vous vivez finissent par se dire, mais en fait, peut-être qu'il faut juste que je fasse pareil. Et ça finit par inspirer autour de vous. Et c'est comme ça, c'est un peu l'image de la tache d'huile, la goutte qui finit par faire tache d'huile. Donc je ne sais pas si ça suffira, j'en sais rien. Mais voilà, c'est notre chemin. Déjà, c'est pas si mal. Je vous remercie. On aurait pu continuer très longtemps. Il y a d'autres rendez-vous. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de continuer la discussion autour d'un verre. Ça va être possible un peu plus loin. Et puis de revenir ici dans moins d'un quart d'heure pour un autre feu de camp avec Béa Massé. Donc, merci à tous. Et merci et bravo à Walter et Pascal.